Chapitre 10. Arthur était bien fatigué quand se leva le nouveau jour. Siyahe les convia à se rendre au palais d'été, autre haut lieu de Pékin. Cet ensemble magnifique, élevé au long du lac Kunming sur l'ordre de l'impératrice Cixi à la fin du XIXe siècle, en remplacement du palais détruit lors de la guerre de l'opium, méritait l'attention qu'ils y portèrent. Après le déjeuner, ils visitèrent le temple des lamas, installé dans une ancienne demeure princière. La nuit suivante, contrairement à la précédente, personne ne vint troubler son repos bien mérité. Les activités de la journée qui s'annonçaient, seconde journée libre, étaient laissées à leur appréciation. Toutefois, Siyahe les incita à en profiter pour découvrir la cité interdite, et Arthur retint cette proposition. La journée ne fut pas assez longue pour qu'ils puissent visiter dans le moindre détail la célèbre cité qui couvrait un quadrilatère de 72 hectares, dont 50 de jardins entourés d'une muraille de 10 mètres de haut sur 6 mètres de large. La seule découverte du musée du palais occupa une grande partie du temps consacré à sa visite. Il réussit néanmoins à obtenir une vue d'ensemble satisfaisante du monument, se promettant de revenir plus tard dans cette contrée du monde afin de la découvrir en profondeur en y consacrant plus de temps. La visite d'un grand nombre de pavillons, tous plus intéressants les uns que les autres, l'enchanta. Il s'échelonnait dans la cour extérieure. Cette partie, située au sud de l'ensemble, était consacrée à l'activité officielle du souverain, alors que la cour intérieure, parcourue d'est en ouest par une rivière artificielle dénommée la rivière aux eaux d'or, formait la partie privée. Il passa la fin de journée sur la colline du Charbon, au nord-est de la cité, dont la dénomination avait pour origine le stockage des réserves de charbon autrefois entreposées au pied du monticule. Tout au sommet de ces 108 mètres, il découvrit le pavillon de Wangchong qui renferme une belle statue de Bouddha. De cet endroit privilégié, il put également bénéficier d'une vue étendue sur la cité interdite et d'un magnifique panorama sur la ville de Pékin. Au pied de la colline, il lui restait à découvrir une galerie dans laquelle étaient mises en valeur les œuvres de Chao Ping, un peintre renommé pour ses calligraphies somptueuses qui exprimaient toute la délicatesse des idéogrammes chinois et le trait raffiné des simples roseaux. En fin de soirée, après avoir récupéré les bagages, ils rejoignirent la gare centrale de la ville pour prendre place dans un train de nuit qui les emmènerait en première classe jusqu'à la vieille cité de Pingyao, cité à l'architecture typique du siècle de la dynastie Ming. Les compartiments étaient équipés de 4 couchettes confortables et, à sa grande surprise, il se rendit compte qu'il allait devoir le partager le sien avec le couple des Plats et leur fille Noémie. La nuit fut longue, la jeune fille allongée sur la couchette qui lui faisait face ne le quittait pas des yeux. Impossible de dormir sereinement, à chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il rencontrait les siens qui le fixaient. Pourtant, au petit matin, quand il la croisa dans le couloir, alors qu'elle revenait vraisemblablement de faire sa toilette, elle ne lui accorda pas le moindre signe de reconnaissance. « Elle est vraiment bizarre, cette fille, » pensa-t-il. L'hôtel qui leur était dévolu n'avait rien à voir avec les établissements modernes, souvent installés dans un building dans les grandes agglomérations. C'était une maison traditionnelle en plein cœur marchand du village, qui ressemblait à une maison d'hôte. Il n'y avait que 2 chambres en rez-de-chaussée, dont l'une lui était attribuée et la seconde au couple Farbon. Ses fenêtres donnaient sur une grande cour rectangulaire entourée de galeries sur 2 étages
où se trouvaient une dizaine d'autres chambres. Sa brève aventure avec la blonde Ghislaine n'était plus qu'un souvenir, agréable certes, mais sans conséquence. À aucun moment d'ailleurs, elle ne l'avait évoqué ni n'avait tenté de nouveaux rapprochements, et il n'en était pas fâché. La contiguïté de la pièce qu'elle occupait avec son mari le rassurait. Aucune chance qu'elle ait le toupet de le rejoindre dans une telle configuration. La journée avait été très fatigante, une chaleur étouffante avait plombé l'air ambiant. Un vent sec transportait une fumée dense qui s'élevait d'usines à charbon situées à quelques kilomètres de la cité. Heureusement, le repas traditionnel pris en commun était délicieux, les boissons fraîches et leur hôte adorable. Dès qu'il se fut levé de table, après un bref bonsoir à la ronde, il avait rejoint sa chambre très tôt et avait sombré dans un sommeil réparateur. Un bruit persistant le sortit de ses rêves. Il jeta un coup d'œil sur le cadran lumineux de sa montre, il était 00h30. À nouveau, un grattement à peine audible retentit, quelqu'un tentait d'attirer son attention. Il se leva, pestant en silence, et resta stupéfait quand Ghislaine apparut fraîche et rose quand il entr'ouvrit la porte. « Ouf !» dit-elle. Martin, qui d'habitude s'endort comme une souche dès qu'il s'est couché, a mis un temps infini pour trouver les bras de Morphée. Elle ne s'incrusta pas plus longtemps que la fois précédente et le quitta 2 heures environ plus tard en lui promettant de venir le retrouver le plus souvent possible. Il n'était pas hypocrite au point de prétendre qu'il était mécontent de l'avoir eu dans son lit, mais il ne désirait pas que ces rencontres deviennent une habitude. Il ne voulait pas avoir une maîtresse. Sa liberté lui était trop précieuse. Et de plus, cette situation le priverait du plaisir de vivre d'autres conquêtes si elles se présentaient. Elle lui ferait également courir le risque qu'elle soit découverte et ne déclenche un scandale dont on ne pouvait mesurer les conséquences. Il devait, et le plus rapidement possible, mettre un terme à cette histoire. Au lever, il n'avait toujours pas trouvé la manière élégante d'expliquer à Ghislaine qu'elle ne devait plus revenir. Une seconde journée d'exploration de Pingao s'annonçait. Cette ville exemple, exceptionnellement bien préservée de cité chinoise Han traditionnelle, fut fondée au XIVe siècle. Pingao fut le plus grand centre bancaire de toute la Chine au XIXe siècle et début XXe siècle. D'imposants édifices liés à cette activité en attestaient encore. La vieille ville était un ensemble construit composé de murailles anciennes de rues et de ruelles, entouré de fortifications qui l'avaient protégée dans les temps anciens. La ville était maillée par des rues étroites, parsemées de traces soigneusement entretenues d'un passé révolu. Elle était très agréable à parcourir, exposant des magasins et des habitations traditionnelles d'un grand raffinement. Le programme de la visite ne pouvait laisser de côté le temple Shuangling, nommé Galerie d'art oriental, qui était décoré de 2000 sculptures peintes datant de l'époque des dynasties Ming et Qing. Pas plus que le sanctuaire de Wangfu du temple de Zhengo, qui remontait aux 5 dynasties et qui est l'une des premières et des plus importantes des structures construites en bois toujours visibles. La promenade sur les hauts murs qui l'entouraient donnait une vue d'ensemble impressionnante de la cité. Si une population permanente qui assombrissait le ciel de la bourgade et une odeur prégnante de fumée portée par le vent depuis les centrales à charbon voisines qui agressaient les sinus n'avait pas existé, tout aurait été parfait. Il régnait une chaleur étouffante et parcourir et visiter la cité
avait mis à mal l'énergie des participants. Après le dîner, chacun n'avait qu'une idée en tête, retrouver le confort de son lit. La nuit fut donc tranquille, aucun incident ne vint troubler le sommeil d'Arthur. Le lendemain, la visite de la résidence du clan Wang, gigantesque demeure traditionnelle, formée d'une succession de cours, puis la découverte du temple Vishu, occupèrent une grande partie de la journée. Seconde nuit tranquille et le samedi, le groupe reprit la route dans un mini-car confortable. Sur le chemin de Taïwan, ils visitèrent le temple de Shuanglingxi, d'une rare élégance architecturale, puis l'imposant ensemble des temples de Shinxi, surtout connu pour ses gracieuses statues de terre cuite représentant des dames d'époque Song. Après le dîner, ils s'envolèrent pour Xi'an, capitale de 11 dynasties et berceau de la civilisation chinoise. Ce fut au cours de ce vol qu'il eut sa première conversation sérieuse avec Xiahe. Jusque-là, elle était restée assez distante, se cantonnant à son égard aux explications indispensables concernant les lieux visités, toujours souriante et disponible, mais jamais trop familière, comme elle pouvait l'être par exemple avec les autres membres du groupe. Il n'avait pas manqué de se questionner sur cette attitude un peu étrange. Il était évident que lui-même s'était quelque peu tenu éloigné de la jeune femme. Mais lui avait au moins une raison de le faire. La stupéfaction qui s'était emparée de lui en constatant l'incroyable ressemblance qui la liait à son ancien amour et qui avait réveillé des émotions qu'il ne désirait pas voir réapparaître, l'avait dissuadé de l'approcher de trop près. Comment aurait-il pu deviner que la jeune femme qui se trouvait dans la même configuration et n'avait pas échappé au maelstrom de sentiments qui déferlait en elle, sapant jour après jour tout ce qu'avait représenté sa vie, abattant l'une après l'autre toutes les cloisons qui protégeaient son existence. Par hasard ou volontairement, elle s'était assise près d'un hublot sur le siège, juste à côté du sien. Elle regardait droit devant elle, sans dire un mot. Elle avait l'air perdue dans un autre monde, bien loin des contingences du quotidien. Son profil se découpait dans la lumière d'un vif soleil jailli au-dessus des nuages et éclatant à travers le hublot. Une nouvelle fois, il ressentit une profonde émotion. Cette étrange ressemblance avec son amour perdu, provoquée par un destin malicieux, ne pouvait pas être anodine. Quelque chose allait se passer, il n'imaginait pas sous quelle forme, mais, tout au fond de lui, il en était certain. Elle était vraiment jolie et nul autre que lui pouvait en juger. Elle supportait sans problème la comparaison avec sa compatriote devenue mannequin. Un sentiment de grande sérénité se dégageait de sa personne, et il était convaincu qu'elle resterait silencieuse tout au long du vol. Il s'apprêtait à se laisser aller à la somnolence qui l'envahissait. Il n'en eut pas le loisir. Soudain, quelques minutes après avoir quitté le sol, elle se tourna vers lui et il fut très surpris quand elle commença à lui parler. Ainsi, Arthur, c'était la première fois qu'elle appelait par son prénom. « Vous êtes célibataire, n'est-ce pas? Même pas une petite amie ?» Son acquiescement valait un gros mensonge, mais c'était pour la bonne cause, pensa-t-il. Instinctivement, il s'efforçait de s'éloigner de la zone dangereuse des confidences. « Oui, tout à fait. Je n'ai personne qui occupe particulièrement mes pensées. Pourquoi cette question? Vous avez l'air étonné? » Je le suis, bien sûr, et j'ai beaucoup de difficultés à vous croire. Vous êtes beau garçon, et si je ne me trompe, intelligent. Les filles sont attirées par vous,
Alors c'est simplement surprenant. Votre jugement est très flatteur. Mais qu'est-ce qui vous laisse supposer que les femmes s'intéressent à moi? Il eut l'impression que le visage de la jeune femme perdait un peu de sa sérénité. Le ton de sa voix monta dans les aigus, trahissant un certain agacement. « Oh, ne faites pas l'innocent, Arthur. Il suffit d'observer leur manège quand elles étaient près de vous, notamment la petite Ghislaine, que vous avez sans doute déjà accrochée à votre tableau de chasse. » Arthur était stupéfait. Il n'avait pas vu arriver l'attaque et il resta un moment sans voix. Elle le regardait droit dans les yeux et sans attendre, elle reprit son questionnement. « Donc, si je vous en crois, vous n'avez pas d'attache sérieuse? Pourquoi ?» Cette fois, pensa-t-il, elle va trop loin. Je ne vais pas me laisser manœuvrer. Mais quand ses yeux croisèrent le regard inquisiteur, qui semblait vouloir extirper chacune de ses pensées, il comprit qu'il avait perdu la première manche du combat qui venait de s'engager. Il ne pouvait se permettre de rester sur cette défaite, il se sentit obligé d'accepter le défi qu'elle lui proposait. « C'est sans doute parce que je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur, celle pour qui je donnerai tout, mon cœur et mon âme. Peut-être aussi parce que la seule qui, par le passé, aurait pu satisfaire à ces critères, n'a pas voulu de moi. C'était une de vos compatriotes. Étrange, vous ne trouvez pas? » Le regard de Siyahe s'alourdit plus encore, pesant sur lui comme un reproche. « Ah, j'allais oublier, vous les Occidentaux. Il vous faut de la passion pour que vous soyez satisfaits, des sentiments que vous croyez éternels, des serments que vous ne tenez jamais, mais qui vous donnent l'impression d'exister. Moyennant quoi, si vos journaux disent la vérité, il y a un divorce sur 2 mariages dans votre capitale et 1 sur 3 dans l'ensemble de votre pays. » Arthur était furieux. De quel droit cette jeune présomptueuse se permet-elle de lui donner des leçons? Il répondit abruptement. « Parce que vous, en Chine, vous ne divorcez pas et vous n'éprouvez aucune passion pour l'homme que vous épousez. » Les yeux de sa voisine flamboyèrent et elle resta sans voix. Sans s'en rendre compte, il venait de toucher au fondement même de ce qui faisait son existence. Cependant, après quelques secondes, elle se ressaisit. « J'ignore si notre conception du mariage est meilleure que la vôtre. Mais oui, c'est très souvent vrai. Une sagesse ancestrale guide nos actions. Les divorces sont rares en Chine, enfin jusqu'à aujourd'hui, alors que s'annonce une nouvelle époque dans laquelle le monde semble changer. » Il rétorqua. « Si je ne me trompe pas, je vous ai entendu révéler que vous êtes marié et avez une petite fille. Comment cela est-il arrivé? » C'est tout simple. Quand j'ai eu l'âge de convoler, mes parents m'ont présenté plusieurs jeunes gens, soigneusement sélectionnés. J'ai fait un choix réfléchi parmi eux, calmement, sans précipitation. Je ne m'étais pas trompé. Celui qui a eu ma préférence ne m'a jamais déçu. Il est beau garçon, gentil, cultivé et un adorable père, et je ne l'ai jamais regretté. Vous voyez comme tout est facile. » Elle soupira, laissa planer son regard sur un monde qui échappait totalement à l'imagination d'Arthur et murmura avant de laisser sa tête reposer sur le dossier de son siège. « Je vous souhaite sincèrement de trouver vous aussi le bonheur. » Plus tard, Arthur s'abandonna au sommeil. Il ne voulait plus se torturer l'esprit à tenter de comprendre ce qui se cachait véritablement derrière le discours quelque peu moralisateur de Siyahe et ce qu'elle avait exactement cherché à lui dire.